Bonsoir à vous, merci de nous retrouver pour ce dernier rendez-vous de Méditerranée avant l'été. L'actualité de la Méditerranée ces derniers mois, on l'a vu, est celle d'événements énormes, la plupart d'envergure mondiale. L'élection de Donald Trump, son cortège de milliardaires et de penseurs néoconservateurs. La fin des enfants de Gaza depuis plus de 20 mois encore bombardés par Israël, son blocus humanitaire et médiatique. Plus immédiatement proche, les catastrophes écologiques en Espagne, le poids suffocant et mortel des mafias, la croissance toujours plus forte du tourisme, la discorde France-Algérie, la figure très méditerranéenne du pape François à Ajaccio pour son dernier déplacement. On ne pourra pas tout aborder, mais la société corse, question, est-elle vraiment traversée par ces événements? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Nos deux invités vont nous donner quelques clés. Ils sont enseignants-chercheurs, tous les deux en contact donc aussi avec les plus jeunes d'entre nous. Vanina Profiti, bonsoir, merci d'avoir fait la route depuis Bastia. Vous êtes agrégée d'histoire, professeur en sciences en classe préparatoire de lettres et sciences humaines au lycée Joconde de Casabianca à Bastia. En janvier dernier, vous interrogiez encore, c'était le sujet de votre thèse, la participation des Corses à l'empire colonial et le legs de cette période dans l'actualité et la vie des idées. Bonsoir Sébastien Queneau, vous êtes en visio de Bastia. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Corse en sciences de l'éducation. Vous dirigez également depuis 2023 la chaire UNESCO de l'université Devenir avec un S en Méditerranée, un titre fabuleux pour construire ici des ponts entre savoirs d'une rive à l'autre. Vous nous direz comment ça marche. Le lointain l'est-il tant que cela? Et on pourrait se dire ça dans ces questions d'actualité. Quand on a préparé cette émission, vous avez retenu tous les deux l'élection de Donald Trump en novembre 2024 à la présidence des États-Unis comme l'événement majeur pour la Méditerranée comme pour le reste du monde. Écoutons les réactions à ce moment-là de la classe politique insulaire. Novembre 2024. D'une part, je remarque que les Américains, les électeurs, et j'ai suivi ça avec intérêt, ont mis en haut de la pile les mêmes choses que mettent les Français et les Européens. Alors, je vous les cite, un pouvoir d'achat, sécurité, immigration. Donc, vous voyez, on peut retrouver des choses fortes. Donc, je les comprends, ces sujets-là, bien sûr. Après, je ne vous cache pas que j'ai aussi de l'inquiétude parce que M. Trump, c'est quand même le champion des chantages envers l'Europe et les autres États. On peut craindre pour notre viticulture, on peut craindre pour nos voitures, on peut craindre pour notre économie, pour notre agriculture. Je mentirais en disant que cette victoire me réjouit. Je pense qu'elle est inquiétante par bien des aspects. J'espère qu'elle n'aura pas trop de conséquences négatives sur la marche globale du monde. Et je crois qu'elle signe aussi une tendance qui va bien au-delà des États-Unis où des formes exacerbées de populisme, d'extrémisme ont aujourd'hui clairement le vent en poupe. On vit une ère et un temps de populisme, de démagogie mondialisée, de raccourcis, d'idéologie souvent néfaste et que ça va être compliqué de tracer un chemin de raison et d'espoir, même si à notre modeste niveau, nous continuons de le faire avec beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination. Nous avons noté que lors de sa campagne électorale, il avait affirmé que de la part des États-Unis d'Amérique, il n'y aurait plus d'ingérence internationale, c'est-à-dire qu'il s'occuperait en priorité des problèmes aux États-Unis. Cela veut dire que sans ingérence internationale, on peut aspirer à une plus grande stabilité mondiale. On verra par la suite que ça a été compliqué. Pour finir le tour de table, le groupe Palatine a, lui, franchement salué la victoire de Donald Trump. Vanina Profiti, que révèle ce nuancé de positionnement à l'échelle insulaire? Moi, je trouve qu'il donne déjà bien la mesure des jeux d'échelle sur lesquels on se place quand on essaie de relier l'actualité méditerranéenne avec celle du reste du monde et celle de la Corse également. Avec ces questions qui sont celles d'une mondialisation qui déraille quelque part, qui dysfonctionne par rapport à ce à quoi on avait été habitué depuis bientôt 20 ou 30 ans. Et puis à côté de ça, cette internationale illibérale, comme l'appellent certains, dans laquelle, y compris en Corse, certains se reconnaissent. Donc, ces deux éléments-là se jouent à plusieurs échelles. Sébastien Queneau, on a entendu les mots des responsables politiques, inquiétude pour les clémentines, dénonciation du populisme ou démagogie. Est-ce que ces mots suffisent pour nous faire comprendre l'importance que vous voulez donner tous les deux d'ailleurs à cette élection de Trump? Alors là, il s'agissait de réactions à chaud au moment de son élection. Je crois que globalement, les différents responsables partageaient une inquiétude assez forte, je crois, concernant cette élection. En même temps... Sauf Nation et Palatine, c'est vrai.
Il y a quand même, disons, depuis maintenant l'élection du président Trump, on voit que nous sommes peut-être un petit peu moins unis qu'auparavant, puisque tout ce qui se passe ailleurs, et notamment aux États-Unis, rejaillit chez nous encore, soit en termes de modèle politique, ou bien en termes de leadership, et notamment y compris sur la Méditerranée, avec également la croyance, je crois, que l'histoire était terminée, était derrière nous, et que nous allions vivre plutôt la fin de l'histoire, une ère de prospérité, de paix, de progrès. Et on a quand même deux événements très importants, c'est à la fois la question écologique et climatique, qui quand même nous rappelle, qu'on le veuille ou non, que ça va nous tomber sur la tête. Et de l'autre côté, il y a la montée quand même de ces populismes. Alors on peut les appeler populisme, illibéralisme, des formes, disons, de démagogie à outrance, très vulgaires également, notamment dans le cas de Trump, et qui servent de modèle. Et depuis 25 ans, on s'aperçoit qu'il y a un recul de la démocratie partout sur la planète. Alors pourquoi pas demain chez nous? Et tout cela doit essayer de nous alerter et justement de faire en sorte que l'on construise aussi de nouveaux modèles en Méditerranée et notamment en Corse, à commencer par la Corse. Sébastien, excusez-moi, je vous coupe, Sébastien. Est-ce que votre réseau universitaire de recherche que vous avez construit au sein de la chaire UNESCO, est-ce que vous a sensibilisé à certains aspects qu'on n'aurait pas ressentis ici? Écoutez, je crois que ce qui est important, c'est de commencer par les universités. C'était les mots du pape François lors de sa visite à Marseille en 2023. Ça peut être très surprenant venant d'un pape, notamment d'un pape. Et je crois qu'il n'a pas tort. Et ça nous permet à nous, d'une part, de recevoir aussi les différentes secousses venant de différents territoires, de nos différents collègues. Lorsqu'ils viennent ici aussi, ils peuvent nous faire part de certaines surprises. Et puis je crois que ça nous appelle à travailler, et c'est ce que nous essayons de faire avec l'université, de façon générale, au-delà de la chaire, à la fois en travaillant en Corse, avec des acteurs académiques et non académiques, et également à l'international, avec différents partenaires, différents collègues. Ça, je crois que c'est un enjeu très fort pour l'université, d'avoir un pied ici et un pied à côté, disons, en Méditerranée, où nous avons besoin de donner corps à cette idée-là. Sébastien, donc... mettons un pied en Méditerranée, plus directement méditerranéenne, la guerre qu'Israël mène toujours à Gaza, plus de 20 mois après l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023. Rappel des faits avec ce sujet qui date d'il y a à peu près 3 semaines. Le 18 mars dernier, après 2 mois de cessez-le-feu, Israël rompt la trêve à Gaza. Des frappes et un ultimatum adressé aux habitants du nord et du sud de l'enclave. Ceci est un avertissement urgent pour tous les habitants de Beit Hanoun et Khirbet. Quittez immédiatement vos maisons et allez vers les centres d'urgence. Une évacuation méthodique. L'armée israélienne a un plan pour Gaza. En plus de la zone tampon en rouge, déjà vidée, à partir du 18 mars, elle fait évacuer de nouveaux quartiers, dans le nord, mais aussi dans le sud. Désormais, nous morcelons l'enclave et nous augmentons la pression pour que nos otages nous soient rendus. Voici la stratégie présentée par les Israéliens. Diviser le territoire pour couper les tunnels du Hamas et isoler ses combattants. Officiellement, 3 corridors fragmentent aujourd'hui l'enclave. La circulation des Gazaouis est limitée à la route, ici en rouge, sur le littoral. Le long de ces corridors, l'armée israélienne se déploie et rase les bâtiments, comme ici, à proximité du corridor de Morag. Entre mars et avril, des immeubles sont réduits en fumée. Les pelleteuses mettent à terre les dernières habitations et au milieu des ruines, servent de porte-étendard à Israël. En 6 semaines, plus de 400 000 Gazaouis auraient été déplacés. La population doit désormais vivre dans 30% du territoire, entassés sous des tentes. Des experts des Nations Unies disent aujourd'hui craindre une annihilation de la population palestinienne à Gaza. À tous les deux, mais d'abord vers vous, Vanina. Une guerre très importante pour la Méditerranée et au-delà. Mais elle déclenche très peu de débats, très peu de mobilisation. Il y a eu des marques de soutien pour Israël
le 7 octobre, et puis un an après, pour se souvenir du 7 octobre et des massacres du Hamas, 1200 victimes, 250 personnes faites otages à ce moment-là. Mais depuis, il y a un tout petit groupe de personnes qui posent la question de la paix au Proche-Orient. On sent que ça ne mobilise presque personne. D'après vous, d'abord, est-ce que vous partagez cette analyse ? Pas totalement. Je serais quand même un peu plus optimiste d'une certaine façon que vous sur la capacité de réaction de la société corse à ces événements. Il y a eu quand même plusieurs résolutions de l'Assemblée de Corse de soutien, enfin disons d'indignation face à la situation en Palestine. Il y a assez naturellement une proximité, je crois, une solidarité qui s'exprime du fait de la sensibilité particulière qui est celle de cette société à la lutte pour la liberté des peuples. On connaît historiquement les liens, certes ténus, mais tout à fait documentés entre le FLNC naissant à la fin des années 70 et le FPLP, par exemple. On a vu la gauche insulaire se mobiliser lors de la question de la libération de Georges Abdallah. Mais c'est loin, c'est très très loin. Là, sur cette guerre-là, vous diriez qu'il y a... On a vu par exemple en Irlande ou en Espagne, où il y a une grande solidarité qui est d'ailleurs étonnante et peu connue, en tout cas ici, de cette solidarité-là, et vraiment qui est encore active. Là, Sébastien Queneau, je vous vois hocher la tête. Que pensez-vous ? Laurent Saint-Omar, je serais plutôt de votre avis. Je crois que le conflit israélo-palestinien semble très très loin, je pense, pour les Corses, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'on n'a pas forcément le sentiment qu'il s'agit d'un conflit en Méditerranée. C'est très loin, oui. La Méditerranée... C'est très étonnant. Chacun peut avoir plusieurs approches, c'est la plage, c'est le tourisme, ou alors ça peut être les Arabes au sud. Voilà. Mais là-bas, c'est à l'est, c'est loin, et c'est pas forcément... Il y a aussi des Arabes à l'est, oui. Et deuxième point, par rapport à ce que venait de dire Vania Profit, je crois que le Hamas, c'est pas le FPLP. Donc ça, disons que ça diminue, ça atténue énormément quand même aussi le soutien qui pourrait être apporté à la cause palestinienne. Et ça, on l'a vu notamment, enfin, ce que j'ai pu voir, moi, pour ma part, sur les réseaux, énormément de soutien, y compris à Israël, et y compris ces derniers temps, alors que la politique israélienne à Gaza semble complètement insensée, ahurissante. C'est difficile même de la qualifier, y compris Ehud Olmert, encore récemment, critiquait de la façon la plus virulente qu'il puisse le faire, la politique de Benjamin Netanyahou. Et puis le troisième point aussi, c'est la question du pouvoir d'agir, parce que c'est vrai, j'ai vu, en allant en Irlande, de grandes mobilisations pour la cause palestinienne, et en même temps, ça peut sembler un petit peu loufoque de voir des Irlandais, voire même peut-être des Corses, se battre pour les Palestiniens. Oui. La seule chose que j'ai pu remarquer, et d'efficace, ça a été la mobilisation des dockers de Marseille. Là, pour le coup, ils ont réussi. Ils ont réussi à bloquer l'envoi d'armes françaises en Israël. Et c'est une mobilisation qui a, pour l'heure, réussi. Je suis d'accord avec vous. On redonne la parole à... J'ai du mal un peu à vous couper, mais je le fais. Non, je suis d'accord avec vous, Sébastien, en particulier sur cette dernière remarque. Après, moi, je maintiens qu'il faut tenir compte de l'échelle et qu'à l'échelle de la Corse, on a effectivement des mobilisations qui pourraient apparaître, disons, groupusculaires, que ce soit à gauche, à l'extrême gauche, mais aussi à l'extrême droite. Et ce soutien que vous mentionniez, moi, je le relie totalement à l'existence de ces échos illibéraux au gouvernement israélien actuel. La réaction, elle est là, elle est, moi je pense qu'elle est à notre échelle, mais elle est bien là, et je rappelle qu'il y a quand même des résolutions de l'Assemblée territoriale. Troisième moment qu'on va saisir, en octobre 2024. Là, alors, il y a eu du débat et on a craint même la cogne devant un cinéma à Bastia pour un film sur l'action de SOS Méditerranée. L'ONG qui sauve les réfugiés en mer était invitée pour une conférence au Parc Galéen et une projection débat. La conférence a été annulée par le parc. Quelques-uns veulent empêcher la projection du film. On le voit sur ces images. D'autres viennent la soutenir et ça chauffe. Écoutons les arguments. On a bien compris le message SOS Méditerranée, c'est-à-dire en fait que la Corse devienne un déversoir, et je pèse mes mots, un déversoir de migrants. On ne changera rien à notre détermination de solidarité. Il s'agit quoi aujourd'hui de faire croire qu'on va accueillir des milliers de migrants alors qu'il s'agit juste de sauver des gens qui sont en péril. Ça, on ne nous empêchera pas d'aller sauver des gens, on ne nous empêchera pas aujourd'hui de porter secours à des personnes qui sont dans le besoin.
Vanina, pour vous, c'est un moment important qui est révélateur. De quoi ? Il est révélateur de, je dirais, d'abord pour moi, il est révélateur de cette sensibilité de notre société qui se dit volontiers une société de l'interconnaissance, de la proximité, etc., de sa sensibilité aux fake news. Puisque finalement, la mobilisation part d'une fausse nouvelle qui serait la création d'un nouveau Lampedusa en Corse. Alors qu'il s'agit à la base de la création d'une antenne d'une association humanitaire. Et qui se traduit par quoi ? 2 tentatives de censure, la première qui réussit puisqu'une conférence qui devait avoir lieu n'a pas lieu, et la seconde qui ne réussit pas. Et c'est la première fois, c'est la première conférence de SOS Méditerranée annulée depuis sa création en 2015. Absolument. Et ça s'est passé en Corse. Oui. Et donc voilà, sensibilité aux fake news, mais aussi, j'y reviens, capacité de mobilisation dans les 2 camps, mais capacité de mobilisation très forte face à cette tentative de censure, face aussi à des enjeux qui sont des enjeux humanitaires. Sébastien Queneau, pour vous, vous me disiez, ça révèle pas grand-chose. On voit ça maintenant un peu partout désormais. Est-ce que vous pensez que c'est un épiphénomène ? Je crois que c'est un événement qui a été instrumentalisé, notamment par l'extrême droite, et on voit bien sur les images que pour le coup, alors il ne s'agit pas de les minimiser, ni de les banaliser, mais je crois qu'ils n'étaient pas très nombreux. J'ai pu assister ce jour-là à la diffusion du film. Je crois que d'autres auraient gagné à faire de même, je crois, à voir un petit peu le travail réalisé par cette association. Je crois qu'il ne s'agit pour personne de démultiplier les Lampedusa. Tout le monde veut même démanteler Lampedusa quelque part, qu'il n'y ait plus, disons, ce type de situation. Après, je ne pense pas que fermer les yeux sur les questions du changement climatique, tout ça puisse nous amener à résoudre ces problèmes. Et je crois qu'il faut aussi travailler sur les différents territoires plus proches de chez nous, pour travailler à l'intégration. Alors, vous avez parlé de Lampedusa. Plutôt que de faire peur et de... Vous avez parlé de Lampedusa et ça nous amène au pape, qui a été l'autre événement, une autre envergure, une autre ambiance. C'était le 15 décembre, le pape François est à Ajaccio. Ce sera son dernier déplacement. La bonté, la joie et la foi sont pour quelques heures très présentes dans l'île. Est-ce que vous y étiez, Vanina ? Non, absolument pas. Pourquoi ? Parce que, d'abord, j'allais dire le prétexte. Non. Je vous donne les temps, il nous reste 3 minutes 30. Absolument. Mais la raison première de la venue du pape à Ajaccio était ce colloque sur les religiosités populaires qui me parle davantage, je dirais, en tant que spécialiste des sciences humaines, et qui, moi, m'interroge sur cette laïcité dite ouverte que le modèle corse voudrait développer. J'avoue m'être intéressé beaucoup plus à ça qu'à la pastorale du pape, même si c'était tout à fait plaisant d'avoir ce grand événement populaire. Sébastien Queneau, alors est-ce que pour vous c'était une instrumentalisation de cette question de la chrétienté de la Corse ou pas ? Alors, il y a eu j'allais dire un activisme, non, en tout cas une activité intense de l'évêché d'Ajaccio autour de cet événement qui a effectivement pu être récupéré par certains comme un moyen de confirmer cette identité chrétienne sur laquelle on voudrait, ou à laquelle on voudrait limiter la Corse, même si elle est évidemment tout à fait réelle et historique, etc., mais qui pourrait peut-être, disons, prendre avantage à une approche peut-être plus dans l'œcuménisme, qui n'était pas la première préoccupation de l'ancien pape, qui avait d'autres préoccupations, notamment sur les réfugiés. Quand même un mauvais procès Sébastien, à la fois au François comme au cardinal et à l'Église de Corse de soutenir les courants identitaristes. Je crois que lorsque l'on regarde justement quels sont les intervenants, quels ont été les propos tenus lors de ce colloque, on est justement à l'opposé. Et donc, il ne faut pas non plus, parce que lorsque l'on suit justement cette laïcité française très contemporaine, qui est très hostile aux religions, eh bien, ça fait qu'augmenter justement l'identitarisme, les radicalismes, quels qu'ils soient. Et je pense que justement ce modèle, et ce qui a été développé lors de ces moments-là avec d'autres, vise justement à développer plutôt les valeurs, y compris les valeurs de la chrétienté, qui sont celles de l'accueil, du partage, de l'ouverture. Je ne vais pas vous faire un cours de catéchisme, mais de la théologie. Mais c'est plutôt ça qui a été développé, plutôt qu'un certain nombre d'épouvantails qui sont justement développés par l'extrême droite et qui réduisent à une forme d'identitarisme très hostile, et en fait à une forme de frontière et un refus, disons, du dialogue interculturel et interreligieux.
Dernière question, mais est-ce qu'on aura le temps? La question écologique est aussi été très importante. Les devenirs en Méditerranée sont très liés à la question écologique, vous le disiez, sur toutes les questions sociales ou de déplacement, de mobilité. Comment est-ce que vous l'appréhendez dans ce réseau de recherche, Sébastien Queneau? Écoutez, la question écologique, elle est au cœur. La Méditerranée, c'est le territoire de la planète le plus sensible à ces questions-là, avec une très forte hausse de température, des événements climatiques très violents. On va devoir réduire. Dernier mot à Vanina Profit, parce que c'est une question centrale, mais on ne peut pas l'aborder, on n'a plus le temps. Mais j'abonderai tout à fait dans le sens de Sébastien Queneau pour dire que la Corse en pleine Méditerranée est évidemment un très bon observatoire de ces changements climatiques et c'est une question qui préoccupe évidemment aussi la société corse. Le temps est trop court. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cet échange. On se retrouve en septembre, peut-être. Tout de suite, vous pouvez retrouver Notitial et avec Pierrick Nanini. Merci beaucoup. À bientôt.